Salut Jérémy Salut à tous. et bonjour à tous. Bienvenue dans dans ce nouveau webinaire. Cette fois-ci, on va parler de la déclaration qui est un sujet central. Elle est ouverte. Elle fait peur à beaucoup de gens. Donc, on est là ce soir. On l'avait déjà fait l'année dernière. Donc, on est là ce soir pour rappeler un peu les grandes lignes directrices de la décla. On va s'occuper surtout ce soir des revenus fonciers. Je suis accompagné de mon cher ami et collègue Jérémy. Merci Jérémy d'être là. Salut à tous. J'ai pour habitude d'essayer de lancer le webinaire avec un peu de détente. Alors j'ai demandé à mes enfants, en leur expliquant que ce soir c'était le séminaire de la déclaration fiscale, ce que je pourrais faire pour détendre l'atmosphère et rendre le sujet plus sympa. Bon, j'ai des enfants de 6, 8 et 10 ans et ma fille m'a expliqué de lâcher une bonne blague. Alors, je vais vous donner la blague qu'elle m'a donnée. Aïe, Jérémy, qu'est-ce j'ai qu'un peur. chou dans l'eau? Je ne Un sais chou pas. marin. Ok, très bien. Très bien. C'est à ce moment que je quitte le webinaire. C'était une blague pour détendre l'atmosphère avant de lancer un super sujet. En tout cas, merci à vous d'être là. Je vous laisse mettre vos questions donc dans le chat. On va les regarder. On est deux, donc dans l'absolu, on ne devrait pas les rater. Et puis, je vous encouragerai évidemment vivement à prendre rendez-vous avec Jérémy et Sonia. Vous aurez les coordonnées à la fin du rendez-vous pour tout simplement vous faire aider si besoin. J'espère qu'on sera clair. Normalement, c'est le cas. N'hésitez pas. Merci. T'as vu, Jérémy, pas mal de gens trouvaient la blague très très bonne. Ma fille va Ouais, être très, ouais, je sais. Bah, bah oui, c'est ma fille va être étonnant, mais très, bon, écoute. très contente. On n'a pas le même humour, Jérémy, c'est pour ça. Merci Coralie. Donc, Harvey Academy, on continue. Alors, on voudra en faire plus, évidemment, mais je pense qu'on saoule tout le monde avec nos visios. Enfin, pas nous, mais en tout cas, la visio depuis un an, tout le monde n'en peut plus. D'ailleurs, j'espère qu'on va bientôt sortir. Comment faire sa déclaration des revenus fonciers 2020? Donc, on est en 2021, c'est le revenu. 2020, on est en plein dedans. Les dates diffèrent, cherchez-les sur Internet. Ça dépend des départements. Donc, il y a une première date, je crois, le 26 mai, la fin le 1er juin et puis le 8 juin. Donc, je crois jusqu'au C'est du 1 au, au 19, voilà. le premier. Ensuite, jusqu'au 1er juin, c'est du 20 au. Que je dise pas de bêtises. Une 50, soixantaine, pardon. Ouais, ouais, 54, je crois. Et tous les autres départements jusqu'au 8 juin. exactement. Est-ce que vous voyez bien? N'hésitez pas à mettre en grand, je l'espère. Qu'est-ce que sont les revenus fonciers? Les revenus fonciers, première définition, ce sont des revenus effectivement qui proviennent d'une location non meublée, des propriétés urbaines ou rurales. Donc ça peut être des terrains, ça peut être un appartement, une maison, plus les revenus de part de SCI en transparence fiscale. Alors là, c'est un peu technique, mais la transparence fiscale, c'est très simple. Dans une SCI, on a l'option de la prendre à l'impôt sur la société ou sur l'impôt sur le revenu. Donc impôt société, comme l'indique son nom, bah, l'impôt il sera en haut au niveau de la société. Et si c'est l'impôt sur le revenu, il faudra évidemment les déclarer. J'espère que dans ce cadre-là, vous avez un comptable, parce que le SCI, c'est un tout petit peu plus technique. Il y a une déclaration préalable, des dates à respecter. C'est toujours intéressant de se faire aider lors d'une SCI. Voilà pour la définition. Comment on commence une déclaration? Ce qu'il faut préparer, c'est évidemment tous ces documents. On a envoyé pas mal de mails sur ces derniers temps avec nos collaborateurs pour préparer tout ça. On a une liste de documents assez exhaustive qui est sensiblement la même tous les ans. Et puis, ben, soit vous le faites en papier en téléchargeant les formulaires sur le site, soit évidemment vous la faites, comme c'est de plus en plus le cas, en ligne, et c'est plutôt bien fait. Jérémy, peut-être qu'en termes d'état d'esprit, tu pourrais expliquer, on va dire, ce qu'une déclaration bien faite ou mal faite peut engendrer et quels sont les moyens de se rattraper peut-être et peut-être enlever un peu de stress sur ce sujet qui est très Oui, il important. n'y a pas péril en la demeure parce que de toute façon, le fisc euh, part du principe où on a le droit à l'erreur. Ça, c'est la première chose. Donc, on peut se tromper. Bon, déjà, l'idée, c'est de bien la préparer, effectivement, de collecter tous les documents dont on a besoin pour le faire, de faire toutes les vérifications, et puis aussi, des fois, de se faire aider quand on ne sait pas. Une fois qu'elle est faite, il ne faut pas oublier de la valider. J'ai déjà eu des clients encore l'année dernière qui ont oublié de signer leur déclaration.
Et dans ces cas-là, malheureusement, une fois que la date est finie, on est obligé de faire une déclaration papier et de revenir en arrière. Donc ça, il faut faire attention à bien valider. Deuxième chose, c'est que une fois que la validation a été faite, que la date des déclarations est terminée, à partir du mois de juillet, fin juillet, on aura encore 3 mois pour pouvoir corriger. Donc ça, c'est la première chose. Et en plus de ça, on peut revenir encore une fois à faire des déclarations rectificatives sur 3 ans. Donc là, on revient à une déclaration papier en disant telle année, je me suis trompé. En fait, c'était ça, 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 ça. On envoie et ça recalcule l'impôt comme il aurait dû être normalement. Donc, pas de stress, tout va bien. C'est 2 ans plus l'année en cours, c'est ça quand tu dis 3 ans? 2 ans plus l'année en cours, quand je dis 3 ans, effectivement. D'accord. Ok, super, merci Jérémy. On va prendre quelques exemples. Il y a plusieurs cas dans les revenus fonciers. Là, bon, exemple famille, monsieur Hervé, madame Donna. Normalement, les chiffres sont bons. Il peut y avoir une ou deux coquilles peut-être, mais en toute logique, on a tout validé avec Jérémy. On a pris des revenus après abattement à 72 000 euros, donc sur un revenu net de 80 000 euros et un abattement de 10%, avec un enfant, en tranche marginale 30%. Attention, cette année, les tranches ont un tout petit peu bougé. 0, 11%, avant c'était 14, 30, 41 et 45. La tranche marginale des catégories socio-professionnelles avec lesquelles nous travaillons est plutôt proche de 30, et ça donne un impôt sur le revenu de 8 042 euros. Rien de bien sorcier dans ce cadre-là. Première option, cette famille achète en 2000 donc un appartement à Bordeaux d'une valeur de 300 000 euros et l'appartement est loué et payé par une agence à 750 euros par mois. Dans ce cadre-là, l'appartement loué donc génère un revenu de 9 000 euros, des frais de gestion, des charges, des assurances, des travaux, une taxe foncière. On aurait pu d'ailleurs rajouter, pourquoi pas, des charges de copropriété. Ils sont souvent le cas dans un appartement. On va considérer que là, c'est une copropriété bénévole. Donc, un revenu foncier annuel de 9 000 euros. La première option dans ce cadre-là, c'est d'utiliser le micro-foncier. C'est soldé, de dire, voilà, abattement forfaitaire de 30%, dans un maximum de 15 000 euros de revenus. Donc, il n'est possible de le faire que dans ce cadre-là. Sans régime spéciaux, donc sans Pinel, sans cellier, sans Bouvard. Enfin, Bouvard, pardon, c'est du meublé, mais sans Périsol, sans toutes les lois de défiscalisation. Jérémy, quel est l'intérêt? Alors, c'est de la mathématique de base, mais quel est l'intérêt, effectivement, d'utiliser le micro-foncier? Pourquoi on le prend et pourquoi on ne le prendrait pas dans ce cadre-là? En fait, tout simplement, c'est un petit peu comme quand vous déclarez vos revenus, il y a un abattement de 10% qui est possible, voilà, pour les frais engendrés pour aller au travail. Et des fois, on peut estimer que les frais réels dépensés pour aller au travail et pour se nourrir sur le lieu de travail sont plus élevés que ces fameux 10%. Donc au final, quand on prend 10 000 euros par exemple de revenus et qu'on a 30% d'abattement microfoncier, on se dit, bon, je suis taxé sur 7 000 euros, mais est-ce que les 3 000 euros de différence, il ne serait pas plus intéressant de passer au réel parce que j'ai 5 000 euros de charge au final? Voilà, bon, c'est vrai que généralement, quand on n'a plus de crédit, qu'on loue en nu, pour avoir vraiment plus de charges que 30%, c'est très, très compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on choisit le micro dans ces cas-là. Et c'est pour ça que dans ce cadre-là, monsieur et madame Harvey n'ont pas de crédit. Non. Et donc, micro-foncier, c'est assez rare sur nos clients ou ceux qu'on suit. Souvent, il y a du déficit. On utilise la déclaration 2042. Alors, quand c'est en ligne, donc on peut sélectionner, il vous propose un nombre important de petites rubriques. Donc, on dit simplement revenu de la location, revenu foncier, ou revenu des locations meublées, ou régime spécial, mais revenu foncier. Il est donc sur la case 4BE, où on intègre tout simplement recettes brutes sans abattement microfoncier, le montant des loyers encaissés. Une fois que c'est fait, l'État va dire 70% des revenus fonciers, 70% de 9 000 euros, ça fait 6 300 euros, que je rajoute donc aux revenus net imposables après abattement, et ça nous donne un impôt de 9 932 euros, plus, il ne faut jamais les oublier, 1 083 euros de prélèvements sociaux, ce qui nous donne 2 694 euros en plus de fiscalité. C'est en effet un vrai problème sur les revenus fonciers, c'est les fameuses cotisations sociales qui ne cessent d'augmenter. Vu la situation actuelle, je ne vois pas pourquoi elles baisseraient. Le revenu foncier en France est un des revenus les plus taxés, parce que c'est votre tranche, plus 17% sur les revenus nets. C'est pour ça que l'intérêt, encore une fois, de faire un bilan et de se dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres options, parce qu'il y en a, notamment le meublé ou l'action fiscale, même voire vendre, tout simplement, a du sens.
On passe sur le deuxième cas. Le deuxième cas assez simple, hein, qui est un peu plus courant chez nous. Monsieur Harvey et Madame Donat achètent un second bien et ils font l'acquisition d'un bien donc, à Toulouse à 250 000 euros. Ils rénovent leur appartement pour 40 000 euros de travaux. Là, Jay, je vais te laisser enchaîner sur le petit différentiel que l'on peut voir là. Donc, l'appartement donc à Toulouse, c'est un acheté à crédit donc de 250 000 euros. On perçoit 6 600 euros par an de loyer. Bon, on voit mécaniquement qu'il y a beaucoup plus de charges. Il y a 858 euros de frais de gestion, 20 euros des autres frais, 60 euros d'assurance, 40 000 euros de travaux. Donc là, forcément, il fallait être au réel. Taxe foncière 550, intérêt à payer à la banque. Alors, parce qu'il y a une particularité sur les revenus fonciers, c'est qu'on peut déduire toutes ces charges de ces revenus fonciers. Et sur le crédit, on a le droit de déduire uniquement les intérêts d'emprunt du crédit et les assurances des invalidités. Voilà, pas la partie capitale. C'est important de le dire parce qu'on a déjà vu quelques petites erreurs et quelques requalifications très importantes. On ne déduit que les charges et on confond que, comme tu le dis, le capital devient une charge. On passe sur la 2044, qui est une 2044, donc il n'est pas intégré sur la déclaration fiscale normale, donc bien la demander, et vous ne pouvez pas le louper, parce que je crois qu'à la troisième ou quatrième page, je crois, Jay, il y a la rubrique, hein, enfin les rubriques. Exactement. D'ailleurs, Il faut juste cocher déclaration des revenus fonciers. Alors, ce qui n'est pas le cas justement quand on est au micro. Donc, attention, quand vous passez au réel, il faut être bien coché déclaration des revenus fonciers. Ça sera un nouveau formulaire qu'il faudra remplir en plus de la déclaration de revenus classique. et si vous y perdez, il y a une petite case recherche. Donc, vous tapez 2044 et il vous sortira le formulaire. On se retrouve sur cette première page de 2044 où on décline une identité et une adresse, évidemment. La première page est toujours un peu stressante parce qu'on ne s'y reconnaît pas parce qu'ils mettent d'abord la SCI. J'ai toujours trouvé, d'ailleurs, c'est bizarre que la majorité des gens sont plutôt en classique et donc ils mettent d'abord la SCI. Donc les gens se disent bah, c'est pas le bon formulaire, ils changent de formulaire et puis ils passent des heures à essayer de trouver la bonne page. Là, on avait intégré notamment la signature. La signature, c'est quand c'est sur papier. Là, Jérémy l'a dit, bien signé à la fin. Ne cherche pas les signatures tout du long des pages, il n'y en a pas. À la fin, il faut signer sa déclaration et la valider. Il y a une obligation d'intégrer les locataires, donc on ne peut pas inventer un locataire, hein, nom, prénom, parce qu'ils vont payer leur taxe d'habitation, la date d'acquisition de l'appartement, pour certaines lois notamment, et puis l'adresse de l'appartement. C'est là où va venir la différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure. D'ailleurs, Jérémy, le fait de passer au réel, est-ce que c'est cumulable au revenu micro-foncier? On voit Non, ici, mais ce n'est pas le cas. non. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas choisir sur un des appartements d'être au micro et de dire bah, sur l'autre, je serai au réel. C'est-à-dire que quand on choisit une option fiscale, on s'y tient pour tous les biens. C'est un petit peu comme le PFU, la flat tax de 30%. Et ben, on ne peut pas choisir de dire bah non, je veux être au barème pour ces revenus-là et être au PFU de l'autre. Quand on choisit une option, elle est irréversible, elle est pour tous les trucs. Sachant on l'a déjà vu. Alors là, de fait, mais il faut le savoir que le plafond c'est 15 000 euros, il est marqué, mais il faut dire un peu entre les lignes. Là, de fait, 9 000 et 6 600 euros, on l'a fait exprès, on est au-delà des 15 000, donc on devrait passer mécaniquement au réel. Mais on a quand même des gens qui nous ont déjà fait un micro foncier à 9 000 et un réel sur l'autre appartement. Logiquement, quand il y a des discordances, à la fin de la déclaration, ils essayent de le noter en disant attention, vous avez déclaré ça. C'est pas toujours le cas, donc c'est important de le comprendre. Le réel, il est réel pour l'ensemble des revenus. On intègre donc les loyers et puis ensuite on intègre les charges et c'est là qu'on voit les différentes charges. Il y a une petite, à mon avis, coquille, 60 000 euros est passé aux 40. Je pense que sur les travaux, c'était notamment sur les 50% de l'année dernière en rajout, mais c'est pas très très grave. Le concept est le même, donc il y a une déduction de la totalité des frais et on intègre également les frais du premier appartement. Ce que vous allez voir qui est justement logique, mais plutôt sympa, et c'est l'intérêt de refaire des acquisitions assez régulièrement, c'est que tout va se cumuler. Tout ça va venir dans une même poche, un même sac, pour se calculer et faire un calcul global. Important au niveau des documents, Jérémy, sur les intérêts d'emprunt, Oui, j'aimerais que tu reviennes dessus parce qu'il y a des erreurs importantes, oui. parce que les tables d'amortissement ne sont pas toujours justes. Est-ce que tu pourrais juste, simplement faire une Bah, remarque?
Les intérêts d'emprunt donc qui sont payés donc là par exemple sur 2020, hein, on parle bien de 2020, il faut faire attention à pas parce que alors on est en 2021 mais on déclare bien les revenus fonciers de 2020. On est toujours en arrière même s'il y a le prélèvement à la source. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit la banque envoie un récap annuel des intérêts d'emprunt et de l'assurance décès invalidité. Donc ça, c'est le cas par exemple du Crédit Foncier qui vous envoie chaque année un courrier sur lequel il dit, bon ben voilà, en 2020, vous avez payé tant d'intérêts à l'année, donc 3 500 € ici, dans ce cas-là. Ça, c'est la première chose. Sinon, ça peut être le tableau d'amortissement qui récapitule sur toute une année à chaque fois ce qui s'est passé. Alors, il faut bien regarder que ça soit le tableau d'amortissement définitif, donc celui avec les dates. Parce que souvent, au début, on vous donne un tableau d'amortissement provisoire. Ce qu'il faut, c'est bien s'assurer que ça soit le définitif qu'on a entre les mains, tout simplement. Dans le doute, vous pouvez demander à partir de janvier à votre banque l'attestation des intérêts payés ainsi que l'attestation des assurances payées en 2020. Et ils ont l'habitude et ils vous la fournissent assez rapidement. Ce n'est pas facturé. Donc, si vous avez le doute plutôt que de calculer, il y a certaines banques qui ont sur le tableau d'amortissement définitif le calcul de l'année des intérêts où c'est marqué. Et puis il y en a, il faut se le taper à la main. Donc, n'hésitez pas à faire un petit mail à votre banquier. Il sera sans aucun souci en capacité de vous le fournir. Donc, ici, on arrive sur la somme. À gauche, le premier appartement quasi sans frais, on l'a vu. Et à droite, le deuxième appartement avec les travaux qui viennent se cumuler. Des plus, des moins. Et vous allez voir que les plus vont venir gentiment se cumuler à la fin de l'opération. C'est ce qu'on voit là. Reporter l'addition sur toutes les lignes. Alors là, on l'a fait volontairement sur une logique papier encore une fois, mais ça se fait automatiquement. Vous n'allez rien corriger. Vous intégrez les chiffres et les calculs, les sommes se font toutes seules. Ça évite aussi beaucoup d'erreurs. Parce qu'au moment du papier, entre les premières cases qu'on met et le report, c'était une vraie année. C'est vrai que je dois dire que le service des impôts est quand même plutôt bien foutu et les services de la déclaration a été vraiment agréable. On a perdu Jérémy, mais il va sûrement revenir. On a eu une petite déconnexion, je pense. Ici, on a donc l'obligation de déclarer les travaux par les entreprises qui ont fait justement ces travaux, la date de paiement. Ça permet, au cas où l'État ait besoin de valider, de se référer aux factures et de vous demander ces factures, ainsi que la date de prêt, les intérêts d'emprunt, pour se référer aux banques qui ont prêté cet argent justement pour cet appartement. Le résultat donc vient se calculer en toute logique automatiquement. Il y a parfois des reports de déficit. Oh, Jérémy. Oui. T'as une petite déconnexion. Non, pas du tout. J'ai été viré de je ne sais pas par qui. Quelqu'un avait pris l'identifiant, donc voilà. Ah, d'accord. Donc on en était, Jérémy, au total et au report des déficits. Alors, le report des déficits, s'il n'a pas été pris en compte, vous devez le faire. Donc, sur votre avis d'imposition de l'année dernière, il y a marqué un déficit reportable à intégrer sur votre déclaration des revenus 2020 sur la déclaration 2021. Normalement, lorsque vous avez déjà fait une déclaration l'année dernière, au tout départ, ils vous disent est-ce que vous souhaitez reporter. Vous devez mettre activer le report. Ça, c'est important parce que du coup, ils vont venir mettre ce report-là et vous prendre sur la déclaration de l'année dernière le montant de ce déficit. Alors bon, Jérémy est en train de se faire déconner, je ne sais pas pourquoi. Qui se connecte sur mon compte en fait. Ah. C'est pas grave. Et ça fonctionne. La vente ou l'abandon d'une location d'un immeuble, c'est lorsque je souhaite, ou que j'ai surtout vendu et cédé mon appartement, ma maison ou autre. Donc, on se retrouve à le déclarer ici et notamment pour croiser la taxation de la plus-value au besoin. Il faut reporter donc dans la 2042. Encore une fois, on dit n'oubliez pas le report. Logiquement, à la fin, il vous propose de le faire automatiquement. Ça va être reporté dans le déficit imputable sur les revenus fonciers ou le déficit imputable sur les revenus globaux. C'est une différence importante. Le déficit imputable sur les revenus fonciers se met sur les revenus fonciers comme son nom l'indique. Donc, on ne peut le déduire que sur les loyers. Et sur la première année, lorsqu'on a du déficit foncier, c'est le fameux déficit, on peut l'imputer sur le revenu global dans une limite de 10 700 €. Donc, ça veut dire que si vous êtes en tranche marginale 30%, vous allez gagner 30% d'impôt des 10 700 € que vous aurez déduits. Tout simplement. C'est pour ça que faire des travaux sur un appartement a du sens et donne un peu de défisc
de défiscalisation sur les revenus. L'impact sur votre impôt, il y a une déduction de travaux donc, de 40 000 euros, un déficit donc, du plafond de 10 700 euros, où on va aller trouver donc, un résultat finalement de fiscalité de 2 941 euros, parce que je vais déduire des 72 000 euros initiaux, ces 10 700 euros, et ne déclarer que 61 300, ce qui va nous donner un gain fiscal de 4 800, un impôt net de 4 842 euros, soit un gain fiscal par rapport à la situation initiale de 2 941 euros. C'est important de le noter. Le déficit n'est imputable qu'une seule année. Hein. Les années d'après, on ne pourra pas refaire ces 10 700 euros, sauf à refaire des travaux. Ce sera du déficit reportable. Ça y est, Jérémy, tu t'en sors? Ouais, ça me prend la tête, mais ça va, tout va bien. Mais peut-être un petit message sur le groupe. On a peut-être un de nos collaborateurs qui se connecte. Et parfois, ça se croise. On en était donc au résultat fiscal, Jérémy, suite au déficit foncier que j'expliquais à l'instant. Et le reste est un déficit reportable qu'on va pouvoir aller chercher sur les prochains investissements. Le troisième cas, et ce sera terminé pour les cas de revenus fonciers, la petite famille rencontre notre ami super coach en immobilier, Jérémy Andrieux, ici présent, pour optimiser leur fiscalité. Et ils choisissent, sous ses conseils avisés, d'investir dans un appartement à Biscarrosse, en Pinel, et contractent un prêt de 300 000 euros. Et on va voir ce que ça nous donne. On fait une petite mise au point sur les 3 appartements, le T3 à Bordeaux, le T2 à Toulouse qu'on vient de voir, ainsi que le T3. Alors à Blanquefort, il y a une erreur, mais c'est à Biscarrosse, c'est pas grave. En Pinel, 300 000 euros, 9 000 euros de loyer. Pareil, les frais de gestion, un peu plus d'intérêt, parce que le dossier est un peu plus important. Et ça va nous faire un revenu foncier de 24 600 euros annuel. Comment on va faire? On va reprendre la même chose et on va refaire exactement la même chose. C'est reparti. Le report dans la 2042 à ne pas oublier. Il va y avoir 3 colonnes parce qu'il y a 3 biens. Donc, on recommence. La grosse différence, et j'ai vu des questions de la part de Valérie, et Jérémy, je te laisse la main sur la 2044 EB ainsi que la 2042 C. Lorsqu'on fait une opération d'action fiscale, il y a des codes et des cases supplémentaires à cocher qu'un simple bien en revenu foncier. Toi de Tout jouer. à fait. Donc la 2044B, en fait, c'est l'engagement de location. En fin de compte, c'est qu'on passe un contrat avec l'État pour être dans le cadre du Pinel. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit respecter, notamment de le louer minimum pendant 6 ans, qu'on peut prolonger 3 ans supplémentaires jusqu'à 9 ans et encore 3 ans supplémentaires jusqu'à 12 ans. On doit aussi ne pas dépasser un certain montant de loyer. Donc tout ça est calculé pour que justement on soit bien dans les clous. Et donc c'est le contrat qu'on passe avec l'État, vraiment cette 2044B. Alors on va nous demander plusieurs choses, le prix du bien, sa superficie, le prix des loyers et ainsi de suite. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la 2042C qui est très très importante parce que c'est celle-ci qui vous donne la réduction d'impôt. Donc la première année, cette 2042C, il faut mettre le montant de l'investissement, le montant total de l'investissement qu'il faut indiquer. Et les années suivantes, c'est juste un report de la réduction d'impôt. Donc là, dans ce cadre-là, il y aura 6 000 euros de réduction d'impôt. Les autres années, une fois qu'on aura fait la première déclaration, la deuxième, la troisième, la quatrième année, il y aura juste à mettre 6 000 de réduction d'impôt en report. Super. On peut peut-être répondre à ce moment-là à André et à Valérie. Si la DAT, Valérie, est en 2021, y a-t-il une déclaration à faire? Et également la 2044 EB, Jérémy. Alors, non, du coup, la DAT, si elle est en 2021, ça sera l'année prochaine qu'il faudra le déclarer aux impôts. Et donc, la 2044B aussi, puisque c'est au même moment. Ce qui fait foi, effectivement, c'est la date d'achèvement des travaux. Hein, la DAT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce que ça veut dire. Et il faut que, effectivement, cette date d'achèvement des travaux soit sur 2020 si on veut le déclarer en 2021. Une DAT, date d'achèvement des travaux, ça sous-entend qu'il y a eu des travaux, ce pas des travaux dans l'ancien. Hein, Valérie pose la question, la DAT, date d'achèvement des travaux, c'est dans un bien neuf, donc un bien en vente en état futur d'achèvement, qui est en construction. Et donc une DAT, c'est ça en fait, hein, c'est le promoteur qui livre techniquement, pas spécialement officiellement, le bien. Et donc on peut d'ailleurs être livré en DAT en décembre et avoir une livraison effective en février. C'est date d'achèvement administrative et donc des travaux, c'est comme son nom l'indique.
André Pour nous pose la question, excuse-moi, ouais, Oui, bah, Thomas, pour finir avec ça, parce qu'il nous demande, c'est-à-dire qu'on a rempli oui, la 44B que la première année? Oui, oui. tout à fait. C'est un engagement de location, effectivement. On peut la corriger si on a fait une petite boulette, mais d'ailleurs, attention, pour ceux qui tentent de la faire seule, bien calculer le plafond du loyer, hein, on vous le demande. Et Jérémy, est-ce que tu peux soulever les risques donc de cette erreur, où il ne faut pas se planter. Je pense souvent aux parties privatives, aux parties extérieures et à la pondération, où on s'est retrouvé Tout avec à des gens fait. qui n'ont pas pondéré ou qui ont pris trop en charge. Comment on calcule ce plafond de loyer? Parce que Bah, dans, dans dans cette 2044B, au final, il faut mettre le prix vraiment du logement et qui correspond au cadre de la loi Pinel. C'est-à-dire qu'on peut dire bah, je vais le louer plus cher que la loi Pinel parce que j'ai un parking que je vais louer à côté. Voilà. Mais sur cette 2044B, il faut vraiment remplir dans le cadre du Pinel. Alors, le calcul, c'est un calcul assez savant. C'est 19 divisé par la surface pondérée, auquel on rajoute 0,7. On le multiplie par la zone. Alors, la zone va être à 10,56 sur certaines zones, 12 euros. Enfin, voilà, c'est vraiment un casse-tête. Et généralement, c'est là où on se plante et qu'on fait l'erreur. Alors, au moment où on fait l'erreur, ça veut dire que si on dit qu'on le loue plus cher que le loyer Pinel, qu'est-ce qui va se passer? Bah, très simplement, une requalification fiscale. Et du coup, vous perdrez l'avantage du Pinel. Donc, il faut vraiment être très vigilant sur cette déclaration-là. Oui, ainsi que sur le calcul du plafond, le calcul du plafond des mètres carrés, on ne prend que la moitié des surfaces extérieures. En terrasse, il y en a 8 mètres carrés, on ne prend que 4 mètres carrés en pondération. Ça rentre dans le plafond. Et on est plafonné à 16 mètres carrés de terrasse extérieure, soit 8 mètres carrés de surface pondérée maximale. Si vous avez 25 mètres carrés de terrasse ou de balcon, vous ne pouvez prendre que 16 mètres carrés dans votre calcul. Et j'ajouterai également pour finir que le plafond des niches fiscales, pardon, du mètre carré en Pinel a été plafonné à 5 500 euros du mètre carré. Donc 5 500 euros du mètre carré, on prend sa surface, on fait x 5 500 euros du mètre carré. Si vous l'avez acheté 6 000 euros du mètre, vous ne pouvez pas défiscaliser sur la totalité du prix. Donc bien faire attention. Ce séminaire est fait pour comprendre que la déclaration est assez simple à faire, mais il y a quand même des petites nuances qui fait que je vous l'ai dit dès le départ, il y a un peu de sens à passer un mini coup de fil pour être sûr qu'il n'y a pas de problème et que vous n'ayez pas fait d'erreur sur cette première déclaration qui vous engage sur 6, 9 ou 12 ans. Et quand il y a une erreur qui est requalifiée au bout de la 8e année, ça pique un peu. Voilà, on essaye que ça n'arrive pas. Je vais répondre aux questions d'André et de Valérie après. L'impact sur votre fiscalité est très simple, c'est-à-dire qu'on déclare 61 000 euros de revenus et on a un résultat d'impôt de 4 842 euros. Décidément, de ce soir, j'ai un peu du mal. Et une réduction d'impôt de 6 000 euros, ce qui fait qu'on a plus d'impôts à payer. C'est possible, il n'y a rien de magique, il faut juste bien s'organiser et bien déclarer. Donc, quand on est correctement calibré, on doit pouvoir arriver à ce niveau-là de fiscalité. Il y a bien sûr des plafonds des niches fiscales, donc pour les plus grosses fiscalités, c'est plus compliqué, mais dans la tranche moyenne, c'est jouable. André nous demande, Jérémy, à partir de quel montant de travaux doit-on les déclarer? Il y a plutôt intérêt au premier euro à les déclarer si on est au réel. Tout à fait. Ça n'aurait aucun sens de se dire bon, bah, j'ai 100 euros de travaux, est-ce que je les déclare ou pas? Oui, parce que ça va créer du déficit et donc forcément un bénéfice moins important, donc moins de fiscalité. Donc dès qu'il y a des travaux, il faut les déclarer. Par contre, si c'est des travaux qui ont été faits par soi-même, où il n'y a pas eu de main-d'œuvre, où il n'y a eu pratiquement rien acheté, bon, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si on a des artisans, des entrepreneurs qui ont fait des travaux dans l'appartement ou dans la maison, il faut y aller, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et on a, pour finir, Valérie, si la date est 2020 et livraison avril 2021, dans ce cas, on fait bien 2044 EB et la 2044 C, alors c'est 2042 C et 2044, ainsi que la 2044 pour y porter d'assurance et intérêts. Tout à fait, Valérie. S'il y a une DAT en 2020, ça veut dire que sur les revenus 2020, vous avez eu une défiscalisation. La livraison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, eh ben, elle peut être vraiment, enfin réelle, définitive en 2021, juste pour votre gouverne personnel, lorsqu'on fait une DAT, donc je suis moi-même, je suis dirigeant d'Arvec qui est promoteur immobilier, on s'engage, donc on la déclare en mairie, à finir le bien. Donc c'est plutôt un risque juridique pour nous, mais dans l'absolu, c'est défisque en 2020, et effectivement, livraison effective en 2021, location en 2021, c'est pas très grave, donc on fait
La 2044B n'est pas obligatoire sur l'engagement de location lorsqu'on a une DAT 2020, parce qu'il n'y a pas encore le locataire. Mais on peut quand même, le faire, hein, Jérémy. L'engagement de location, il est de 9 ans à partir du moment où on est en DAT. Ah oui, oui, oui. Donc, C'est pour ça. Enfin, ça nous arrive voilà, d'avoir des DAT au mois de décembre 2020 et une livraison effective en juin 2021. Mais du coup, il faut le déclarer. Et puis même par rapport aux intérêts et assurances, à partir du moment où vous avez le crédit qui est enclenché, chaque année, vous pouvez déjà déduire les intérêts et les assurances. Moi, je ne le fais pas parce que voilà, je le fais la première année où je fais la déclaration. Je reprends tous les intérêts qui ont été faits depuis le début et je les passe dans la déclaration. C'est un choix. Après, on peut le faire chaque année oui. Pendant la construction. Oui. Jérémy, tu peux répondre à Nelly en cas de LMNP et de Pinel, quelles sont les notices à remplir? Le Pinel, on vient de le voir. Donc, si ça a été livré, qu'il y a déjà eu des revenus locatifs, il faudra faire la 2044. Si c'est la première année du Pinel, la 2044 EB pour l'engagement de location. En plus. C'est 2044 et 2042. Oui, en plus. Et la 2042C, ça c'est pour la réduction d'impôt ou le report de la réduction d'impôt. Donc ça, c'est les 3 éléments pour le Pinel. Le LMNP, c'est un petit peu différent parce qu'il y aura soit un régime micro, voilà. Au lieu d'avoir l'abattement de 30% sur les revenus fonciers, ça sera un abattement de 50%. Où on fera une déclaration au réel et généralement il y aura un comptable qui vous aura préparé la déclaration. Il faudra juste remplir, il y aura une petite case à cocher au début dans les formulaires à choisir, revenus des locations meublées et non pas non meublées, et c'est du bénéfice industriel et commercial. Oui, et c'est 2031-2035. C'est 2031, pardon, et la 2035. 2031. Ouais, et la 2035, c'est le petit bilan qu'il faut faire en amont avec son comptable lorsqu'on est sur du réel. Le LMNP, bon, c'est pas le cas d'aujourd'hui, enfin le sujet d'aujourd'hui, mais n'oubliez pas de prendre un comptable, c'est mieux en réel. Qui trie quand on choisit au réel ou au micro, c'est pour un an. On s'engage à plus. Dans l'absolu, c'est non. Je laisse Jérémy. Normalement, le choix, il est fait pour 3 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, bah, tiens, une année, j'ai eu des travaux, je vais le passer, hop, puis l'année d'après, je vais retourner en micro. Quand on s'engage dans une option, on s'y engage pour 3 ans minimum. C'est ça. Donc, on ne peut pas. Alors, à part le micro, c'est-à-dire qu'on peut se dire, bah, je viens de commencer, je suis au micro parce que j'ai eu que 2 mois de location et j'ai pas eu le temps de faire les déclarations au réel ou quoi que ce soit. Et l'année d'après, passer au réel. Ça, c'est possible. Par contre, on ne peut pas faire réel et repasser au micro d'une année sur l'autre comme ça. Ok, voilà. D'accord. Merci Jay. André, ça a coupé très rapidement. Oui, il faut déclarer dès le premier euro, c'est parce que c'est gagné, ça te fait du déficit, donc il faut le faire. Quoi qu'il arrive, dès que tu peux le faire, tu déclares le déficit, enfin tout du moins les travaux que tu auras engagés. Valérie, le montant global à déclarer en Pinel comprend prix du bien plus frais de notaire. Il y a une astuce, j'ai mis. Alors Valérie, on va l'embaucher déjà, parce que je vois qu'elle commence à bien connaître le sujet. Et donc oui, Valérie, il faut prendre le prix du bien et les frais de notaire. Et il y a aussi d'autres formules qui sont possibles, ce que nous, on fait souvent, c'est ce qu'on appelle des prix acte en main, où dans le prix, on intègre aussi les frais de dossier bancaire, les frais de garantie et les intérêts intercalaires, ce qui fait que quand on passe chez le notaire, c'est tout frais compris. Et donc, ça permet de défiscaliser un peu plus, donc d'être optimisé, et en plus, de l'autre côté, de passer quand même aussi les intérêts et ainsi de suite en déficit. Donc, mais sur une base classique, on va dire, si on n'achète pas en acte en main, c'est prix du bien plus frais de notaire. Oui. D'ailleurs, j'en profite. Prix de vente packagé, Valérie, ça veut dire que tout est dedans. Il faut savoir ce qu'il y a dans le package. Valérie, ce que je conseille vivement, c'est quand même de faire un petit point avec Jérémy. À savoir, nous, on fait ce genre de formation pour aider notre réseau, nos clients. Je vous expliquerai comment on travaille. C'est très simple, hein, on fait un point sur la situation de tout le monde, on essaie de regarder ce sur quoi on peut vous aider. On va vous montrer simplement après 5 petites minutes sur quel outil nous travaillons, ce qui nous permet d'avoir une visibilité extrêmement claire. Le temps joue pour nous, je passe le message. Ça
fait 15 ans qu'on fait ce métier, Jérémy et moi. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un besoin à un moment donné de se faire aider. Je prends souvent cet exemple parce que je travaille avec beaucoup de kinés. C'est le même principe que le jour où vous faites un claquage, où vous pétez le croisé. Au ski, vous n'avez plus de genoux et vous dites je vais faire ma rééducation tout seul en appelant mon kiné, en lui demandant est-ce que c'est bien si j'utilise l'élastique de chez Decathlon et que je fais comme ça sur mon genou. À un moment donné, c'est mieux d'aller voir un kiné. Là, nous, on essaye de désacraliser tout ça et vous avez bien raison de le faire, d'essayer de le faire. Confronter quand même vos idées. Et puis là, aujourd'hui, on parle des montants qui ne sont pas personnels, donc vous avez tous des cas différents. Ça vaut toujours le coup d'aller voir, d'aller faire un petit point. Ce que j'aimerais qu'on retienne, Jérémy, pour déclarer les revenus fonciers, c'est qu'il existe des investissements qui peuvent optimiser la fiscalité, et pas spécialement en rachetant. Déjà, on l'a vu, on le voit chaque année encore, on a plus de 200 déclarations cette année. La mauvaise case, c'est moins de défis, c'est moins de déficit, c'est le mauvais régime. Ce sont des erreurs qui s'accumulent et chaque année, nos clients oublient une taxe foncière, prennent pas le bon régime parce que c'est un manque de maîtrise. Donc ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, pour remplir sa déclaration fiscale, bon, on le note, c'est effectivement pas très compliqué. Si on est bien organisé, si on lit bien, si on suit bien tout ça, en étant rigoureux et organisé, on y arrive sans aucun problème. Il faut sauvegarder ces documents pendant 4 ans. Et ça me donne une transition toute trouvée pour vous expliquer et vous montrer. Je vais simplement partager l'outil qu'on a développé. Il faut savoir que Jérémy et moi, on a été habitués à travailler à la main, comme tous les bons conseillers qui se respectent depuis plus de 10 ans. Et on a développé en interne un outil qui permet de stocker la totalité de vos documents, d'être sûr de ne pas les perdre, de pouvoir les justifier au moment où on vous les demande et d'avoir une vision claire. C'est un service qui est gratuit dans la première partie, qui permet surtout de scanner ces documents, de ne plus les paumer, parce que c'est quand même une catastrophe, et je vous encourage vivement à le faire. Il se situe sur harvey.fr. Jérémy, tu peux peut-être, je vais simplement te partager une situation que je prends à chaque fois. Tu peux peut-être rapidement expliquer l'intérêt du sujet et comment toi, en étant au contact sur le conseil et sur la vision, tu peux apporter une aide. On va dire que ce dashboard, cette analyse patrimoniale, l'avantage qu'elle a, c'est que à l'époque, on a tous commencé comme ça, sur un petit bout de papier, on faisait nos analyses patrimoniales. Elle n'était pas très interactive aussi, avec les. Pas très transparente aussi. Comment? Pas transparent. Enfin, il y avait un accès. Il manquait de transparence, justement. Et donc là, c'est bien parce que du coup, c'est interactif avec le client. Il peut, au fur et à mesure de l'année, changer des infos. Et ça permet surtout de pouvoir d'avoir une vision claire de ce qui se passe sur le patrimoine. Là, on le voit. Il y a la résidence principale, une résidence locative, il y en a une en LMNP. On voit la valeur nette. La valeur nette, c'est quoi? C'est la valeur brute de l'appartement, moins ce qu'on doit encore à la banque. Donc, on voit comment on s'enrichit d'année en année. Et surtout aussi, ça permet de révéler les points d'amélioration. Par exemple, là, si on a le taux de crédit, on voit 1,30, on se dit, on est bien. Mais s'il y avait écrit 2% ou 2,10, on se dirait, il faut peut-être que j'aille renégocier mon taux au vu des taux actuels. Donc, tout ça, ça permet justement de recalibrer, de pouvoir piloter mieux. Et surtout, on a une grosse base documentaire avec. Et on le sait aujourd'hui, la gestion de patrimoine, mine de rien, c'est aussi une organisation rigoureuse au niveau des documents qui permet de gagner de l'argent, quoi. Parce que quand on a oublié pas mal de factures de travaux, qu'on les retrouve plus et qu'on peut pas les passer en déficit ou qu'on peut pas les soustraire aussi d'une plus-value potentielle qu'il y aurait sur un appartement, c'est bien dommage. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de centraliser tout pour avoir, quand on cherche un document qui est lié à son patrimoine, on l'a. Voilà, tout simplement. C'est effectivement une très bonne, un très bon résumé. L'inscription va être extrêmement simple, harvey.fr. Vous allez créer votre compte et je vous conseille, alors ça veut dire que je vais charger l'agenda de Jérémy, mais d'ajouter Jérémy en conseiller. C'est pas très compliqué, ça vous permet d'avoir une. Et ensuite, vous avez le choix de dire je garde ou je garde pas un conseiller. Mais c'est le même principe qu'à un moment donné, quand vous allez chez votre médecin, vous le gardez, à part s'il est nul, ce qui n'est pas notre cas, n'est-ce pas, Jérémy, et de se faire accompagner au fil de l'eau. L'automédication,
Ça peut marcher parfois, mais l'automédication dans la gestion de patrimoine, on n'a jamais vu Non. de grands résultats. Voilà. Donc, n'hésitez pas à pré-remplir, à remplir, et ensuite, tout simplement à vous faire aider. Merci Delphine pour ta remarque. Je vais répondre à Kitri. Déjà, je vous remercie d'être venu. Je vous ai mis les contacts de Jérémy et Sonia pour pouvoir confronter peut-être votre déclaration avant même de la valider. Si je passerai la deuxième année après un an de micro, je peux faire tous les mêmes déficits. Intérêt d'emprunt. Je ne comprends pas la question. Non, moi je comprends. Donc en fait, si effectivement tu es Ah, au monsieur est plus intelligent. si tu es au micro la première année, tu peux pas te permettre la deuxième année de dire bah, je passe aussi les intérêts de la première année, les travaux de la première année. Parce que tu as bénéficié en final d'un abattement qui correspond justement aux charges que tu aurais dû avoir. Donc tu peux pas dire bah, l'année d'après, je vais aussi passer les charges de la première année. Pas possible. Tu peux passer uniquement les charges de la deuxième année, de l'année en cours, enfin que tu vas déclarer, donc, mais pas de 2019 par exemple. J'espère avoir répondu à ta question et en tout cas de l'avoir bien compris, Kitri. J'espère. Ah ben, c'est parfait, c'est parfait. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Alors, j'en connais et on en connaît certains, donc on a déjà des rendez-vous qui sont calés avec quelques-uns d'entre vous, voire tous. J'en vois qui sont là par précaution, étant donné que la livraison va arriver sur cette année 2021, mais c'est bien, c'est-à-dire qu'ils écoutent déjà une première fois, ils écouteront une deuxième fois l'année prochaine, plus les rendez-vous. J'espère que ces déclarations-là seront bien faites. Donc, Ludivine, eh ben, je confirme la prise de rendez-vous nécessaire. Merci Ludivine. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pas très compliqué de nous contacter. On ne mord pas, Alors, si vous ne souhaitez pas nous contacter, c'est bien aussi parce que j'ai pas envie de vous montrer mon agenda, mais il est juste très difficile dans les 4 prochaines semaines au vu du nombre de déclarations à faire. Donc voilà, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, même si c'est un peu plus large, on a allez, 2-3 minutes encore. Si vous avez une question qui est autre que les revenus fonciers, vous pouvez La la question poser. bonus. Allez, la question bonus, voilà. Et si on sait répondre en direct, hein. On n'était pas préparé, nous on maîtrise que les revenus fonciers. On n'est pas. Ouais, j'ai peur de la question piège. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Normalement, on est à peu près capable de répondre à tout. Jean-Noël. Ah, elle est en train de taper. Peut-être que quelqu'un a une blague pour terminer. Est-ce Il y qu'il y aura aura- un webinaire sur le LMNP? Oui. Oui, et on va le refaire, Jean-Noël, pas sur la déclaration LMNP. D'abord parce qu'on a trouvé ça moins judicieux, tout simplement parce que lorsque tu fais une déclaration, enfin un pré-bilan LMNP, enfin un bilan, pardon, LMNP, il vous donne souvent un formulaire en vous disant sur cette case-là, il faut mettre le montant que je viens de vous donner. Donc, C'est c'est quand assez même simple. c'est assez simple. Donc, on ne l'a pas fait, mais par contre, ce qu'est un LMNP, pourquoi faire du LMNP? Tout à l'heure, on a sous-entendu qu'il aurait fallu effectivement louer différemment le bien qui n'était pas, par exemple, qui était au tout début au microfoncier. Effectivement, il faut le passer en meublé. C'est plus judicieux quand c'est possible, parce que ça permet de déduire plus de charges, dues notamment à une déduction d'une partie du prix d'achat, pour faire assez court. Est-ce que Varvet va acheter des Girondins de Bordeaux? Non, c'est pas prévu encore. Non, c'est pas prévu, c'est pas prévu. Pour l'instant, on reste encore des simples judokas, hein, c'est pas, voilà, on vise d'aller voir les Jeux de Paris 2024 si on a l'opportunité de sortir de cette situation particulière du moment. Mais non, Jean-Noël, nous allons investir dans d'autres sujets, mais ce ne sera pas les Girondins de Bordeaux. Merci. Surtout pas. Ah, bah, je sais, Patrice, c'est plutôt Bretagne. On peut louer une partie de son appartement seulement à l'MNP. Non. Non. Hmm. Quoique, mais je crois que non. C'est une Bah, partie. ça dépend ce qu'on appelle. Si c'est une dépendance, Oui, c'est possible. c'est une chambre Et il y a difficile. même, alors enfin, faut regarder vraiment, parce que ça change chaque année, mais je sais que quand on loue une partie de sa résidence principale et que ça ne dépasse pas un certain montant à l'année et un certain nombre de nuitées, on n'est même pas obligé de le déclarer. Donc voilà. Mais
faut pas que ça dépasse un certain nombre de nuits et je l'ai plus en tête réellement. Oui. Si c'est un bureau à la maison, oui, c'est ça. Ça dépend si c'est isolé, mais il faut regarder les cas. Il y a plein de petits cas particuliers. Euh, Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je terminerai sur des mots d'encouragement. On est bientôt sorti, je l'espère, de cette situation. On se reverra certainement avant l'été, sortie de la déclaration, notamment avec le résultat. Il faut savoir quand même que il vous donne le montant d'impôt restant à payer au moment de la validation. N'oubliez pas de valider. Et avec ce montant-là d'impôt, s'il vous fait un tout petit peu trop mal, il faut réfléchir à savoir ce qu'on en fait. Mais on sera là de toute façon pour vous aiguiller. En attendant, on vous souhaite évidemment une bonne soirée, une bonne déclaration. Jérémy, un petit mot de la fin, si tu le souhaites. Bonne soirée à tous, portez-vous bien et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, même si c'est juste de vérifier votre déclaration, je me tiens à votre disposition. Et puis voilà, bon, on a pas mal de rendez-vous avec certains d'entre vous déjà, donc on va vous guider, vous aider à cette déclaration. Et pour les autres qui ne sont pas forcément en contact aujourd'hui avec nous, n'hésitez pas, on le fera avec plaisir de vous donner un coup de main. Merci à tous. Pour certains, je leur fais la bise parce que je les connais. Pour d'autres, je leur serre la main ou un check de loin. Je vous dis à très bientôt en forme et avec le sourire. À bientôt. Salut à tous. Et Jérémy, ciao. Salut.